Bonjour Stéphane, Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous êtes, merci à vous, c'est un plaisir. ouais, un plaisir partagé. Donc vous êtes le fondateur et le président de IRIN, qui est donc la grande école de l'innovation au cœur de Lyon. Et donc vous êtes un institut de recherche international donc, sur l'innovation et la croissance. Vous êtes aussi incubateur de start-up, donc vous accompagnez les start-up jusqu'à la première levée de fonds. Et vous avez des formations, donc autant donc sur l'innovation professionnelle, de MBA et aussi de master. Est-ce juste? C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, du coup, Stéphane, on va discuter ensemble de est-ce que cette quatrième révolution industrielle est-elle un facteur d'innovation? Et si oui, en fait, comment faire pour toujours innover et accompagner cette innovation? Qu'en pensez-vous? On ne passera pas cette quatrième révolution industrielle sans développer de nouvelles compétences et sans innover, puisqu'on est en train de mener de front une transition écologique qui est bien comprise dans les pays développés, les pays de l'OCDE, qu'il est beaucoup moins dans d'autres pays. Il faut se rappeler aujourd'hui qu'il y a quand même les 60% des habitants de la planète qui ne vivent pas dans un système démocratique. Donc là, ils ont une vision tronquée des enjeux écologiques. On vit en parallèle une quatrième révolution industrielle. Ce sera certainement la dernière. Ce sera une partie de mon propos, puisque la prochaine, elle ne changera pas l'industrie, elle changera l'homme lui-même. Elle le transformera dans sa chair. Et puis, on est en train de vivre ce qu'on appelle un VUCA World, qui se traduit à la fois par une montée des populismes dans un certain nombre de pays. Ça a commencé par l'Italie, la Hongrie et surtout les États-Unis avec le Trumpisme. C'est en train de se développer dans tous les pays du monde, y compris dans le nôtre, avec des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche qui sont systématiquement désormais au second tour. Et puis ça se traduit sur le plan géopolitique mondial par des tensions exacerbées. La Russie qui a envahi l'Ukraine, mais beaucoup plus problématique à court et à moyen terme, ce sont les velléités de faire rentrer Taïwan dans son giron historique pour la Chine. Voilà, donc pour démarrer, je voulais juste vous faire une petite, vous rappeler ce qu'était une révolution industrielle. Donc, une révolution industrielle, c'est à la fois une énergie, une industrie dominante, et on l'a découvert très récemment, de nouvelles capacités de communication. Donc, première révolution industrielle, c'est le charbon. C'est de l'artisan, on devient industriel et avec un moyen de transport qui domine, qui est le chemin de fer. C'est vraiment la révolution de la mécanisation qui dure à peu près 100 ans. Deuxième révolution industrielle, c'est la production de masse. C'est l'énergie numéro un, c'est le pétrole et une électricité carbonée à base de pétrole. Et là, on assiste vraiment à une première transformation sociétale, c'est-à-dire que c'est une révolution qui va vider les campagnes pour remplir les usines. Celle-ci dure environ également 100 ans, donc on est sur des phénomènes longs. On a du mal aujourd'hui avec ce qu'on appelle la révolution digitale ou la révolution numérique à anticiper que, en fait, on la vit depuis une vingtaine d'années, mais on en a encore quelques années devant nous. C'est ce qui m'amène à dire que peut-être ces troisième et quatrième révolutions sont les mêmes, mais je vais vous présenter deux bouquins, mais il y en a un qui s'appelle La troisième révolution industrielle, qui est écrit par Jeremy Rifkin, un économiste vivant, qui a publié 2-3 livres sur le sujet, dont un qui s'appelle le New Green Deal, qui se sont vendus à plusieurs milliers, voire millions d'exemplaires. Et lui dit qu'il n'y a que 3 révolutions industrielles, mais vous en avez tout un tas d'autres, et notamment les journalistes qui ont repris les propos du patron du World Economic Forum qui disent que c'est la quatrième. Mais si vous faites le calcul comme moi, une centaine d'années, la troisième révolution qui est censée avoir débuté en même temps que le premier homme qui a marché sur la Lune, on en a encore pour 40 ans. Ou alors, Donc, cette troisième, est-ce que finalement les temps ne diminuent pas avec le progrès, en fait, avec l'avancement? C'est ce qui se passe. Est-ce que les révolutions, les temps de révolution ne diminuent pas? Avant, c'était peut-être 100 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus court, puisque tout va plus vite? c'est une vraie question. Moi, ce que j'invite mes étudiants à
faire, c'est à considérer qu'on est bien dans la quatrième révolution industrielle. Ne pas être considéré comme has-been, c'est important pour être écouté. Néanmoins, très honnêtement, techniquement, c'est toujours la même. Voilà. On assiste à des transformations qui sont simplement plus profondes. Elle ne va pas être plus courte, elle va être plus transformante. Mais comment ça, plus transformante? Qu'est-ce que vous entendez par plus transformante? Je vais y venir. Je vais y venir. C'est que ça ne va pas transformer que l'industrie, ça va nous transformer, nous, dans notre chair. Et ce sera une femme ou un homme augmenté qui va naître à l'issue de cette révolution industrielle. Donc, troisième révolution, alors c'est du marketing, hein, automatisation et robotisation, elle a été positionnée au moment où l'homme marche sur la Lune, mais l'idée, c'est, voilà, on passe d'une logique automatisée et une énergie décarbonée pour le coup dominante. C'est l'avènement de l'informatique et d'Internet comme moyen de télécommunication. Et là, cette révolution industrielle, elle a pour conséquence de vider les usines pour remplir les bureaux. Et du coup, se pose la question de que va-t-on faire de tous ces gens qui sont dans le bureau et dont les jobs sont un petit peu déclassés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et d'autres sujets. Voilà. Quatrième révolution industrielle, elle daterait d'aujourd'hui. C'est l'industrie intelligente, c'est l'industrie 4.0, ce sont des énergies décarbonées. Voilà. C'est une manière de voir le monde. C'est la vision dominante. Néanmoins, je vais y venir, ce n'est pas tout à fait ça. J'essaie de vous donner quelques chiffres rapidement, mais je vais tout afficher pour qu'on gagne un peu de temps. Mais globalement, quand on veut regarder loin vers l'avenir, il faut savoir regarder loin vers le passé également, s'intéresser à l'histoire. Et là, moi, j'ai pris deux périodes qui sont bien passées, hein. Je donne des chiffres de 90 et de 2014, donc on a eu le temps de bien les valider et d'en tirer tous les enseignements. Et là, vous voyez à gauche une photo. Alors, c'est aujourd'hui un incubateur à Détroit. C'était un des anciens sites de General Motors, complètement détruit. Dans les années 90, c'était le règne sans partage, même si les Japonais commençaient à se développer un petit peu à l'époque, des trois Big Three de l'automobile américaine, General Motors, Ford et Chrysler. À eux seuls, ils faisaient 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils pesaient en bourse 36 milliards. Et là où c'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'ils employaient, sans les sous-traitants, plus d'1,2 million de salariés. C'est énorme. On reprend ces chiffres de la troisième révolution industrielle. Hein. Et là, vous voyez, on est sur une capitalisation boursière pour un chiffre d'affaires équivalent de plus de 1000 milliards. La capitalisation boursière, elle était presque multipliée par 1000. C'est énorme. Et par contre, vous voyez qu'on n'a que 137 000 salariés. Alors là, on ne compte pas tous ceux qui gagnent de l'argent en vendant des trucs grâce au digital ou grâce à Amazon. Mais vous voyez, c'est là où si on se dit c'était que la troisième révolution industrielle, on se dit celle-ci, elle a été catastrophique en termes d'emploi. Ouais. Et comment ça s'explique autant de pertes d'emplois, enfin de salariés? En fait, on va voir ces emplois, ils ont été recréés dans la foulée. Okay. Donc là, je vous montre des chiffres qui sont intéressants, c'est-à-dire que 2014, je nous projette à 2021, fin 2021. Là, 2022, on est en train de vivre une crise qui va se traduire par des dépréciations boursières. Mais là, vous voyez les trois Big Four. Et là, c'était Apple, hein, ce n'est pas Amazon, Google et Microsoft, pesaient 1000 milliards en bourse. Vous voyez que 10 ans plus tard, Microsoft tout seul pèse 2,5 milliards en bourse, autant qu'Apple. Voilà. Donc, d'une part, il y a une vraie décorrélation entre le chiffre d'affaires généré et la valeur boursière, mais ça, on le savait, ce n'est pas si grave. Ce qui est intéressant, c'est l'emploi. Et est-ce que Schumpeter avait raison? Schumpeter, c'est un économiste du 19e siècle et du début du 20e qui disait que ce n'est pas grave une révolution industrielle si la nouvelle crée autant d'emplois qu'elle en détruit, voire plus. Et en fait, il s'avère qu'il a raison. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai tendance à dire que cette troisième et la quatrième sont les mêmes révolutions industrielles. C'est qu'il y a un effet de rattrapage. Là, je vous donne des chiffres de 2018. Vous avez Amazon qui est passé à 647 000 employés, alors qu'on était à 215 pour les trois gros. Et là, vous voyez que très peu d'années plus tard, 2 ans plus tard, il est à 1,3 million de salariés. Et aujourd'hui, il a dépassé les 1,5 million. Et alors là, ce qui est intéressant aujourd'hui,
C'est que on aurait pu critiquer Amazon en disant que ce sont des emplois mal payés de logisticiens dans des entrepôts à l'autre bout du monde ou en lointaine banlieue. Il s'avère que ces emplois, eux, ils les détruisent régulièrement en automatisant, en robotisant. Et que donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'emplois très qualifiés, très très bien payés chez Amazon, notamment dans le cloud et pas que sur la distribution. Et ce qui est intéressant et ce qui compte, du coup, c'est la qualité de l'emploi qui est créé. Et là, on le voit, alors je n'ai pas des statistiques plus récentes que celles de 2020, ou en tout cas j'en ai, mais elles ne sont pas aussi sexy et visuelles que celles que je vous montre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de syndicats qui se mettent en place dans tous ces géants de la tech. Ça se structure et c'est du coup tout l'intérêt d'étudier une révolution industrielle à l'échelle d'une période de 80 à 100 ans. C'est que derrière, on en tire les vrais enseignements. C'est ce qui nous paraît être dramatique et une décrue importante de l'emploi n'en est pas une. Il y a vraiment création d'emplois en complément. Et aujourd'hui, la conclusion, alors ce n'est pas la conclusion qu'on a tous, mais en tout cas c'est la mienne, c'est de se dire on arrive à créer quand même de nombreux emplois, directs et indirects. Et la question se pose de la qualité de ces emplois. Donc, un début de réponse avec la montée en puissance des syndicats dans ces grandes entreprises de la tech, et c'est une très bonne chose. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plutôt d'étudier la fiscalité. Voilà. Est-ce que ça ne crée pas des tensions géopolitiques supérieures dans un monde sans frontières où il y a toujours des échanges, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Donc ça, aujourd'hui, ça explique pourquoi, il y a 5 ans, vous aviez tous les gouvernements, y compris les gouvernements américains, qui voulaient démanteler les GAFAM, comme les États-Unis l'avaient fait pour Bell dans les années 70-80, et qu'aujourd'hui, tout le monde recule. Vous n'avez pas vu dans la campagne aucun parti politique prôner le démantèlement des GAFAM. Une réglementation, oui, pour qu'ils payent des impôts. Et là, il y a une info qui est passée complètement à l'as en 2021. Mais en 2021, on a créé un impôt mondial minimum sur les sociétés de 15%. Il n'est pas encore totalement mis en place. Ça ne concerne que 90% des pays. Mais aujourd'hui, on élimine les paradis fiscaux. Et c'est très, très intéressant de noter que cette avancée, elle est passée inaperçue et qu'on est en train de régler un des principaux problèmes de ces grands groupes de la tech. Deuxième problème, il est géopolitique. L'enjeu est simple. Si on démantèle les GAFAM, en face, vous avez leurs concurrents chinois, sous contrôle de l'État chinois et du Parti communiste chinois en particulier. Les Batix, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. On les laisse dominer le monde et on prend un risque. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de les contrôler, les GAFAM, qu'elles ne limitent pas l'innovation en rachetant toutes les boîtes qui peuvent les concurrencer, qu'elles payent leurs impôts dans les pays où elles vendent. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pas les démanteler, de les laisser continuer à innover pour éviter un décalage géopolitique avec la Chine en particulier. Ouais. Et ça, quand même, comme vous dites, ça crée quand même des emplois d'une autre façon, d'une autre manière, et de l'argent, et du business. Tout à fait. Donc, c'est une source de revenus aussi pour d'autres. Tout à fait. Alors, ensuite, je reprends mes petites notes. L'idée, je vous ai mis plein de stats sur l'âge des géants des entreprises, l'âge des géants de la tech européenne, les entreprises de la tech mondiale, les capitalisations. On voit que il y a quand même les plus grosses capitalisations, ça reste de la tech, à part Saudi Aramco, qui a la main mise sur quasiment 50% des réserves mondiales de pétrole en Arabie Saoudite. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez effectivement quelques entreprises récentes de la tech, TikTok, mais si on raisonne en chiffre d'affaires, en marge et surtout en potentiel, aujourd'hui, moi, si vous avez de l'argent à miser, je vous invite à miser sur IBM, qui est pourtant une des plus vieilles. Mais aujourd'hui, c'est une des 3 seules sociétés occidentales capables de faire tourner des ordinateurs sous le format informatique quantique. Donc, on est dans une logique où
Et d'ailleurs, il y a une très belle étude qui est sortie dans les Échos à l'initiative notamment d'un certain nombre d'universités américaines, où on s'aperçoit que toutes les entreprises historiques, celles qui ont plus de 50 ans, elles continuent à grandir, elles continuent à grossir, elles continuent à faire des bénéfices. Alors, on apprécie ou pas les business models d'un General Electric ou d'un United Technologies qui grandit et qui coupe les branches dès qu'elles sont mortes. Mais vous avez tout un tas d'entreprises qui continuent à dominer leur marché. Je pense à Saint-Gobain en France et à s'adapter à cette révolution industrielle. Parce qu'en fait, quand on raisonne à l'échelle de 80-100 ans d'une révolution industrielle, les phénomènes de distribution sont lissés. On lisse ces cycles qui, de temps en temps, font accélérer les choses. Voilà. Et tous les secteurs ne vont pas être transformés comme l'ont été le secteur du taxi avec Uber. Mais le secteur du taxi, il a été durablement transformé parce que ça faisait 70 ans qu'on avait la même réglementation qui protégeait une profession dans de nombreux pays dans le monde. On le voit par exemple avec Airbnb par rapport au business model des hôteliers. Les hôteliers se sont aperçus de leur retard et sont en train de travailler sur ce retard qui, en étant plus propriétaires des murs et en les louant à des fonds d'investissement, et du coup, ils font peu ou prou de plus en plus le même métier qu'Airbnb en louant des nuitées et pas de l'immobilier. Voilà. Donc, il y a ce phénomène de disruption et d'accélération, il est à prendre en compte. Ouais. Ça existe. Il n'est pas aussi massif que ce qu'on veut le dire. Voilà. Mais d'autres évolutions plus massives arrivent, selon moi. Enfin, si je vous le dis, c'est qu'il y en a d'autres qui le pensent, évidemment. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on est dans un monde en réseau, un monde qui change. Il y a deux bouquins qui ont des thèses, mais qui disent à peu près la même chose. Il y en a juste un qui dit que c'est la troisième, d'autres qui se dit que c'est encore la troisième, et l'autre qui dit que c'est déjà la quatrième. Bref, c'est une révolution, quoi. C'est une révolution. On parle d'intelligence artificielle, d'IoT, d'objets Internet connectés, de robotique, de 3D printing, de nanotechnologie, de biotechnologie, et puis surtout cette informatique quantique qui arrive. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés occidentales qui, il y a 2 ans, ont annoncé dans la presse avoir fait tourner des ordinateurs sous le format informatique quantique, des ordinateurs qui sont incapables de faire certains calculs d'une Texas Instruments type collège, mais qui, en 1 minute, ont fait des calculs qui prendraient aujourd'hui plus de 10 ans un de nos super ordinateurs. Donc, c'est la fin de la blockchain, c'est la fin de la cybersécurité telle qu'on la connaît. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous tapez informatique quantique, énormément d'articles il y a 2-3 ans, plus du tout cette dernière année. C'est devenu stratégique pour les États. Plus personne ne communique. Voilà. Okay. Et c'est un enjeu entre l'Europe, qui doit garder, où il y a un plan quantique qui a été mis en place, les États-Unis, la Russie et la Chine. Ce sont ces 4 breloques. On ne sait pas ce que va donner le Brésil là-dedans parce qu'ils se sont pris un président qui ne les aide pas à se développer et à poursuivre leur développement. Mais globalement, c'est un enjeu géopolitique. Imaginez qu'avec l'informatique quantique, vous pouvez pirater une centrale nucléaire, vous pouvez pirater une centrale de traitement de l'eau. Enfin, il y a des enjeux de sécurité et de santé. Voilà. Mais vous mettez informatique quantique, biotechnologie et vous décryptez des génomes et vous pouvez faire avancer la physique quantique, développer des nanomachines. C'est extraordinaire pour la santé humaine. Hein. On est déjà capable d'injecter des micro-robots dans l'organisme. On pourra les faire travailler ensemble en essaim. L'avenir, c'est l'essaim. Il y en a un qui prendra la température, l'autre qui… Les quoi ? Les essaims. Les essaims. Qu'est-ce que vous entendez par ça, les essaims ? Les essaims, ça se dit en anglais swarm. Un essaim, c'est la ruche. Ah oui, c'est la ruche. C'est un essaim d'abeilles. Voilà. Et donc, il fonctionne en essaim. Chacun joue sa petite partition. Okay. Et voilà. Et puis aujourd'hui, par exemple, on sera peut-être bionique en fait. On va devenir des. On sera pas peut-être, on sera certainement en partie bionique. C'est la logique du transhumanisme, du cyborg. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, pour vous dire qu'on n'est pas dans de la science-fiction, aujourd'hui, les 2/3 des CHU français, des centres hospitaliers universitaires français, disposent d'imprimantes 3D qui sont capables d'imprimer de la peau.
Aujourd'hui, on traite déjà en France une partie des grands brûlés, non pas en faisant des greffes de peau, mais en produisant de la peau on va leur greffer des peaux, des cultivars. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Comme toute innovation, elle peut avoir des conséquences néfastes. Hein. La bombe nucléaire sur Nagasaki ou sur Hiroshima et le phénomène Tchernobyl. Mais à côté de ça, l'énergie nucléaire, aujourd'hui, c'est l'énergie d'avenir et elle est totalement décarbonée. Tant que ça ne pète pas, c'est bien meilleur pour la santé que toutes les autres formes d'énergie, à l'exception notable de l'énergie hydroélectrique. Moi, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire un petit bouquin de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle. C'est le gars qui a fait le bouquin et la BD qui s'appelle Sapiens, l'histoire de l'humanité, hein, parce que tout le monde oublie que l'histoire de l'homme, elle a démarré il y a plus de 300 000 ans. Hein, c'est Sapiens. Et là, aujourd'hui, lui, ce qu'il dit, et c'est pour ça que moi, je parle à la fois de triple choc avec une transition écologique dont on a désormais en grande partie conscience, entre cette quatrième révolution industrielle et des mouvements géopolitiques à l'œuvre. Lui, il dit que voilà, le récit libéral a perdu de sa force. On parlait dans les années 90 de fin de l'histoire, on pensait que durablement le capitalisme avait vaincu le communisme et précédemment le fascisme. Et aujourd'hui, en fait, quand il y a un système dominant, il se fait attaquer par les autres. Et aujourd'hui, on assiste à une montée en puissance d'un système qui capitalise sur les trois d'un coup, qui s'appelle le système chinois, le meilleur du capitalisme associé au meilleur du communisme, associé au meilleur du fascisme et du nationalisme. Ça fait beaucoup. Alors, je ne critique pas les Chinois parce que une partie de leur croissance est complètement légitime et c'est un effet de rattrapage. Ils ont subi pendant longtemps le colonialisme d'abord des grandes puissances françaises et anglaises, puis japonaises. Mais globalement, aujourd'hui, un modèle démocratique libéral qui est complètement remis en cause et en même temps, fusion de tout ce qui est biotech et infotech avec cette informatique quantique et avec les nanotechnologies et la génétique. Ça fait beaucoup de défis à relever d'un coup. Et aujourd'hui, s'arrêter d'innover, ça veut dire laisser à d'autres blocs la possibilité d'innover et de prendre le pouvoir. En fait, oui, mais il faut innover. Entre guillemets, on n'a pas trop le choix. De toute façon, c'est toujours été comme ça. On n'a pas le choix. L'évolution est faite d'innovation. On a évolué grâce aux innovations des sapiens. Voilà. Et là, on nous parle de beaucoup dans nos démographies occidentales avec le développement des vers, etc. Mais mes enfants sont les premiers à soutenir ces thèses de décroissance. Mais en fait, la décroissance sur le plan géopolitique n'est pas acceptable parce que d'autres zones ne s'arrêtent pas de croître. Et derrière, ce sont des modèles qui ne sont pas des modèles démocratiques. Donc, si on fait des économies de nous, mais que ça pollue à l'autre bout de la planète, ou que si on fait des économies de nous, mais qu'on se fait envahir, là, aujourd'hui, la transition écologique, elle doit être menée avec cette vision géopolitique, avec cette vision industrielle, et elle doit être menée sur le long terme, et elle ne se fera pas sans innovation majeure. Et là, pour le coup, moi, autant je suis fan d'innovations qui ne sont pas que des innovations technologiques, autant là, sans innovation technologique, alors ce sera peut-être pas 2050, mais à un moment donné, on rendra notre planète complètement inhabitable. C'est ça. Donc, quelles compétences pour ce 21e siècle? Parce que je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique sur non, mais c'est marrant, ça fait penser, sur l'écologie. Ça fait c'est vraiment un film de science-fiction, en fait. On se demande comment va évoluer la Terre et l'homme, en fait, au final. Et ça fait penser à un bouquin de Barjavel, La Nuit des Temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'adore. Très actuel, en fait. J'adore. Ça fait partie des lectures conseillées à Eric. Ouais. On adore Barjavel, on adore Asimov. C'est ça. Mais on adore aussi quelques scientifiques qui sont loin d'être dans la science-fiction. Aujourd'hui, il faut avoir conscience de cette diversité, de ces problématiques qui ne sont pas qu'écologiques pour pouvoir régler le problème écologique. Et c'est un vrai sujet. L'écologie ne peut pas se gérer que localement. Ah non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tous faire notre part. Hein. J'adore Pierre Rabhi et la logique du colibri, mais voilà, il y a de grosses transformations qui doivent être mises en place, et notamment en utilisant l'innovation sous toutes les formes, et technologiques en particulier. On peut par contre participer et montrer aussi qu'on le fait.
Montrer Nous, l'exemple. c'est pour ça qu'on a créé l'école, pour transformer des acteurs de cette transformation. C'est ça. Et ça commence effectivement par son mode de consommation. Ça continue par son mode, par sa participation au système démocratique. Il faut aller voter. Donc, ceux qui m'entendent, il reste un tour. Et ça s'enchaîne par une vision géopolitique, c'est-à-dire qu'il faut aider notre prochain à l'autre bout du monde à pouvoir avoir les mêmes moyens et mener la même politique transformative que la nôtre. Un peu comme l'effet papillon au final. C'est exactement ça. Alors, quelles compétences devons-nous avoir ou devons-nous développer pour ce monde et pour innover? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez tout un tas de métiers qui apparaissent. Donc, vous avez des études, celle du Dell Institute et de l'Institute for the Future et celle du World Economic Forum qui estiment qu'entre 2030 et 2025, et pour certains 2050, il faudra tout changer, tout réinventer. Il y a déjà des nouveaux métiers, hein, imprimeur d'organes, contrôleur de trafic de drums, boucher végétarien, ces métiers existent. Ça ne veut pas dire que tous les autres vont disparaître, ils vont tous évoluer. Certains, ce sera plus radical que d'autres, et la majorité, ce sera très progressif. Et les transformations ont déjà commencé à arriver. Et vous avez des métiers comme la banque aujourd'hui, par exemple, qui sont très concurrencés par les GAFAM. Hein. Apple vient d'annoncer sa solution de crédit sans passer par un accord avec un banquier. Mine de rien, il y a des coûts à jouer parce que ce soit le banquier, le notaire, l'avocat, ce sont ce qu'on appelle les tiers de confiance. Et il va falloir qu'ils apprennent à vendre la confiance et à ne pas vendre leur expertise. Leur expertise, elle leur a permis de développer cette confiance de leurs clients. Mais leur expertise aujourd'hui, l'expertise des systèmes d'information pour des banques pour faire transiter de l'argent, elle est has-been. Donc, il va falloir qu'ils se repositionnent. Nous, on travaille avec plusieurs banques, des mutualistes en particulier, sur ce sujet-là qui est passionnant. Parce qu'il ne faut pas tout laisser dans les mains des GAFAM et de 4 boîtes à l'échelle de la planète. Bah non, évidemment. La diversité fait la richesse de ce monde. Et avoir des contre-pouvoirs, c'est bien. C'est le principe même d'une démocratie. Donc, je vous ai mis ce petit slide. Alors, ce slide, je le trouvais génial l'année dernière. Je le trouve moins bien cette année. Parce que moi, j'ai toujours parlé des problématiques des matières premières, qui est une problématique géopolitique majeure. Alors, juste pour expliquer, pour les personnes qui écouteront le podcast, le slide, c'est sur le nouveau carburant. En 1920, c'était le charbon. En 2022, c'est la data. Oui, tout à fait. Pardon. Je pensais que tout le monde verrait. Voilà. Donc, il y a une matière première aujourd'hui qui s'appelle la donnée. Moi, j'explique à mes étudiants que quand le produit est gratuit, ça veut dire que le produit, c'est eux. Voilà, ils utilisent gratuitement Facebook, TikTok et d'autres, mais en fait, parce que le produit, c'est eux. On vend leurs données, on vend leur temps d'attention. C'est pas un modèle qui est nouveau, hein. C'est déjà ce que faisaient les radios et les télévisions depuis quelques dizaines d'années, voire siècles. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une problématique de matière première aujourd'hui. Voilà, on vient d'annoncer la fin du moteur thermique. Moi, je trouve ça un peu radical. L'électricité, il va falloir la produire. Si on la produit avec du charbon, c'est pas bon au niveau écologique. C'est pas vraiment écologique. Et de l'autre côté, construire des moteurs électriques, c'est beaucoup de terres rares, beaucoup de lithium. Et aujourd'hui, le lithium, il y en a dans 2 pays dans le monde. Le Chili, qui n'a pas toujours été une démocratie, et la Chine, qui n'en est pas une. Donc, beaucoup de questions à se poser. Quand on regarde, du coup, je vous parlais du World Economic Forum. Le World Economic Forum a complètement recatégorisé les conséquences clés de 2025 en 4 catégories. Capacité à résoudre des problèmes, capacité à se manager soi, capacité à travailler avec l'autre, et en dernier, la seule compétence technique de la bande, c'est-à-dire que dans le top 10 des compétences de demain, le World Economic Forum n'est qu'une compétence technologique. Ah ouais. Donc, oui. Qu'une hard skills. Tout le reste, ce sont des soft skills. Et là, il y en a de 2 types. Une, c'est capacité à utiliser de la technologie. Donc, ce n'est pas totalement de la hard skills. Et capacité à la développer. C'est fou, ça. Et nous, ce qui nous a fait plaisir à Eric, c'est que la capacité qui arrive en 1, c'est esprit critique et capacité d'innovation.
Donc, nous, c'est le modèle de l'école sur lequel on a construit. Et puis, en deux, c'est capacité à apprendre et à avoir une stratégie d'apprentissage tout au long de sa vie. Voilà. Aujourd'hui, toutes les compétences techniques sont devenues périssables. La seule compétence technique, finalement, la seule compétence utile, c'est la capacité d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de se transformer et d'innover. De se transformer, d'avancer, tout à fait. Ouais. Donc, nous, on en a retenu 4. On est allé chercher la règle des 4 C, née aux États-Unis, 4 sous-compétences qui permettent de développer cette compétence ultime qui est la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie. Créativité. On est une des rares écoles en France à avoir des cours de créativité. La majorité des écoles aujourd'hui qui enseignent ça dans notre pays sont des écoles d'art. On considère que c'est une compétence d'artiste. C'est faux. Tout le monde peut apprendre à être créatif. Il y a des méthodes. Alors, tout le monde ne l'est pas de manière égale, mais en tout cas, en plus d'apprendre à l'être un peu plus, on peut surtout apprendre à travailler avec ceux qui le sont plus que nous. Esprit cryptique, capacité à prendre du recul, capacité à synthétiser, à gérer l'infobésité ambiante, la surcharge informationnelle permanente, capacité à communiquer, c'est le 3e C de communication, à l'écrit comme à l'oral, en vidéo aussi, en photo. La communication, c'est bien comprendre qu'il y a un émetteur et un récepteur et bien comprendre le format d'attention de l'émetteur et du récepteur. Et puis, le dernier C, c'est le C de coopération, capacité à travailler avec l'autre. Ce n'est pas forcément ce qu'on nous apprend aujourd'hui à l'école. On a un système éducatif qui est très individualisé. C'est ça. Voilà. On l'apprend plutôt en entreprise. Au travail, on l'apprend pour l'instant. On le subit dans un premier temps avant de faire avec. Et nous, on a rajouté 2 C. On est en train d'écrire un bouquin sur le sujet, une sorte de livre blanc avec une maison d'édition franco-canadienne qui s'appelle Nullius Verba. Nous, on a rajouté 2 C qui sont le courage et la confiance. Ce sont des compétences d'entrepreneur. Le courage d'agir, de faire, de perdre, d'échouer, de prendre des risques. Rejeter le monde sans essayer de trouver des solutions et sans essayer de le changer, ça n'a pas de sens. Et puis le C de confiance. Alors, le bon mot, ça aurait été optimisme, mais ça ne commençait pas par un C, vous l'aviez compris. C'est la confiance en l'homme, la capacité à avoir le verre plein plutôt que le verre vide. Voilà. C'est ça. Ouais. Et je reviendrai sur votre courage quand vous dites l'échec. En fait, je crois qu'aussi on est dans une culture judéo-chrétienne où l'échec n'est pas trop permis, en fait. Et donc, il faut cultiver l'échec. Et c'est quelque chose qui est difficile en tant qu'entrepreneur, en tout cas. Moi, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver et accepter les échecs. C'est comme on dit, les boucles d'itération. On apprend en testant et on teste, on apprend, on teste, on apprend et on innove comme ça, en fait. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui n'est vraiment pas développé où ça commence, en tout cas. Mais la culture de l'échec aussi est compliquée, je crois, en France, du moins. Alors, en France, totalement, on est plus à l'aise avec la culture de l'échec et la culture de l'argent qui sont très liées dans des pays anglo-saxons. Le protestantisme s'y prête mieux. Le confucianisme s'y prête bien aussi. D'ailleurs, en chinois, l'idéogramme de crise est le même que celui d'opportunité. C'est toujours intéressant de le rappeler. Mais aujourd'hui, nous, on revient à des fondamentaux de l'apprentissage, c'est-à-dire 40% du temps de l'étudiant, c'est de la mise en pratique. On retrouve ça dans de très bonnes formations, qui sont ce que j'appelle les formations des bâtisseurs de cathédrales, les meilleurs ouvriers de France, les compagnons des devoirs, toutes ces formations où une fois que vous avez la théorie, on vous redonne de la pratique, puis derrière, on fait du feedback, puis derrière, on améliore. Et où le principe, c'est qu'à un moment donné, on a son diplôme, non seulement quand on maîtrise son art, mais quand on est capable de le transmettre. Nous, notre thèse finale s'appelle le chef-d'œuvre, dans tous nos programmes qui sont en formation initiale ou dans notre exécutif MBA pour dirigeants. Et ça, c'est extrêmement important de montrer qu'à un moment donné, la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire. Et ça tombe bien parce que faire, c'est une manière d'agir et d'apporter sa part. Voilà. Et faire, ça signifie accepter l'échec, effectivement. Oui. On a rajouté 3 valeurs, nous, à tout ça. Je préfère parler de ressort. Le mot valeur, il est diversement appréhendé et apprécié.
Nous, on pense à 3 valeurs fondamentales et universelles. L'engagement, la capacité à agir, à échouer certes, mais à agir et à transformer. C'est un petit peu le goût du geste juste, du travail bien fait de l'artisan. Une autre valeur, c'est l'agilité, être agile. Cette 4e révolution industrielle, ce qu'elle nous montre, c'est que le changement est devenu la norme. C'est la seule constante. C'est ça. C'est la seule certitude qu'on ait, c'est que ça va encore changer. Donc, être agile par nature, alors qu'on a eu une éducation qui nous a amené à une éducation de scientifiques, d'architectes, de bâtisseurs, qui nous a amené à nous baser que sur des choses vraies, à confondre la pertinence et la véracité. Là, moi, j'interviens beaucoup, y compris dans des classes de jeunes, pour leur dire qu'une information vraie, on doit vérifier qu'une information soit vraie, mais une information fausse peut être largement plus pertinente qu'une vraie. Un gars qui dit qu'il peut être élu Premier ministre, un autre qui dit qu'il a été floué dans ces élections, je pense à Trump évidemment. À partir du moment où vous avez suffisamment de personnes qui considèrent cette information comme vraie, même si elle est fausse, elle en devient pertinente. Il y a une problématique d'impact et d'audience qui caractérise la pertinence, et la véracité n'est qu'un critère parmi d'autres. Et ça, tout notre système éducatif est basé sur le vrai et juste et bon. C'est ça. Et je rebondirai sur votre agilité parce que finalement, je me dis qu'aujourd'hui aussi, l'agilité va un peu avec la résilience parce que le changement, c'est la vie. On change tous les jours, nous-mêmes, puisqu'on vit, entre guillemets, tous les jours. On s'adapte bien à ça, finalement. Et donc, c'est aussi accepter ce changement pour rebondir et se transformer. Alors, je sais pas si tout le monde s'adapte bien à ça et au fait de vieillir. Hein. Moi, je préférais quand je courais comme une gazelle. Et je pense qu'il y a plein de gens qui subissent le changement et qui. On est dans un pays où la consommation d'anxiolytiques est quand même conséquente. Hein. Vous avez quand même un actif sur 4 qui avoue consommer de l'alcool, des anxiolytiques ou de la drogue. Donc, la résilience, c'est une compétence qui doit être développée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la norme. Si je Non, peux c'est pas me la norme, mais permettre justement, non, mais c'est pas la norme, mais justement, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose en tout cas, à travailler, autant que l'agilité, finalement. Ouais. Alors, pour ne rien vous cacher, nous, on avait mis résilience et réflexivité. C'est ça, exactement. Personne ne Super. comprenait. Réflexivité, j'aime Et beaucoup. donc, on a mis agilité parce que ça servait à rien de ne pas être compris. Voilà. Mais C'est marrant. C'est ça. Et le terme réflexivité, par exemple, il y a moins d'une personne sur 10 qui sait ce que c'est. La résilience est un mot qu'on a mieux appréhendé avec la crise sanitaire, mais ça reste encore un mot très appliqué à la sociologie, à la psychologie. Et il n'a pas fait encore son coming out dans le champ de l'entreprise. Ou alors il est un peu mal vu. Oui, enfin, tester. Moi j'ai beaucoup de gens, quand je dis résilience, je sens que je ne suis pas compris. Des métiers de l'innovation, alors ce qui est intéressant, et je terminerai par ça parce que. Oui, l'agilité, le troisième. On a tendance à confondre invention et innovation. Ouais. Donc, les personnes m'entendent mais ne peuvent pas voir le petit schéma que je mets. C'est une invention géniale. C'est mon invention préférée de 2020. En 2020, j'ai passé beaucoup de temps, comme tout le monde, devant mon ordi, parce qu'on enfermé chez moi. Et là, il y a un Canadien qui a inventé des chasse-neige pour escarpins. J'ai trouvé ça génial. C'est une belle invention. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête ou quels sont les produits qu'il avait consommés avant d'imaginer ça. J'ai trouvé ça génial. Ce n'est pas une innovation. Une innovation, c'est une invention qui rencontre son marché. Pas forcément marché au sens de business, mais en termes de nombre d'utilisateurs. Et là, il y a plein de choses intéressantes à voir. Alors, on peut revenir sur ce dont vous me faisiez part tout à l'heure, c'est-à-dire une accélération, un phénomène d'accélération et de diffusion accrue des innovations. Et c'est vrai, il a fallu 50 ans pour que 50 millions de foyers soient équipés de l'électricité. Il a fallu 5 mois à TikTok pour toucher 50 millions d'utilisateurs. Il a fallu moins de 24 heures à l'application anti-Covid japonaise pour toucher 50 millions d'utilisateurs. Voilà. Il y a un phénomène d'accélération. Est-ce que cette accélération, elle a un impact sur certains business? Oui, mais c'est des business qui sont basés sur notamment l'audience
comme celui de la publicité qui est celui de TikTok. Sur d'autres sujets, je pense que c'est moins intéressant. Après, vous avez des phénomènes intéressants d'accélération. Vous avez une crise sanitaire qui relance la recherche contre le vaccin. Et vous avez des phénomènes tels que celui qu'on a aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Alors, je ne parle pas de la relance des ventes d'armes, hein, mais par exemple, Poutine est l'écologiste de l'année. Hein. Lui tout seul, il a relancé toutes les politiques d'innovation dans les énergies décarbonées. Il a relancé le biogaz, il a relancé les politiques de fission nucléaire. Les crises font bouger, quoi. Voilà. Alors après, il faut faire le bilan de la crise, voir si le bilan est positif ou pas. Hein. Il ne faut pas obliger que les 30 glorieuses qu'on vend tant dans les livres d'histoire, ça nous a quand même coûté 40 millions de morts directes et une vingtaine de plus en morts indirectes. Donc, ça a un coût. Il faut se méfier des périodes dorées. Voilà, je vous avais mis un peu de texte. Là du coup, visuellement, ça n'a pas d'intérêt dans un podcast, mais je travaille avec Samsung. Et j'ai pris une vieille pub de Samsung qui montre des écrans de plus en plus grands, des définitions de plus en plus hautes. C'est ça. C'est le modèle qui ont mis fin à l'hégémonie de Sony et de Philips dans les devices électroniques. C'est-à-dire qu'au-delà de 8K, il y a moins de 5% de la population humaine qui est capable de voir la différence de définition à l'œil nu. Et au-delà d'un écran de plus de 75 pouces, il y a moins de 10% des foyers qui ont suffisamment de recul dans leur salon pour ne pas finir aveugle en regardant la télé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des débouchés pour ces grands écrans. Et ce sera dans des stades, dans des écoles, dans des concerts. Mais certainement qu'à un moment donné, et on le voit aujourd'hui, l'alternative à la télé, c'est le smartphone ou c'est la tablette. Je vous ai mis aussi une photo, je la décris du coup parce qu'elle ne sera pas visible, hein, c'est ça pendant le podcast. Vous avez 5 moyens d'apporter de la lumière. Une bougie, une lampe tempête, une lampe à filament, une lampe à halogène et la dernière, les lampes à LED. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les boîtes qui fabriquent ça, elles existent toujours. Mais pour différentes applications maintenant. C'est pas que la lumière. Voilà. Ce qui a initié chacune de ces industries, c'était d'éclairer. C'était la fonction lumière. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, moi, je m'amuse souvent en disant que beaucoup de fabricants de lampes de poche n'avaient pas vu arriver un concurrent qui est le smartphone. Mais là, par exemple, vous avez toujours des fabricants de bougies, mais l'usage, c'est le bien-être et la religion. Vous avez toujours des lampes tempête. L'usage, c'est soit le pays en voie de développement, soit la décoration. Vous avez toujours des lampes avec filament à incandescence parce qu'il y a des pays qui n'ont pas encore réglementé et qui n'ont pas les moyens de passer aux lampes suivantes. Et la dernière lampe qu'on voit, la lampe à LED, bientôt, sa fonction principale ne sera pas d'éclairer, mais ce sera de gérer de la domotique et de la santé domotique. C'est-à-dire, elle sera capable de régler l'éclairage en fonction du nombre de personnes dans la pièce, de calculer le taux ou de capter le taux de CO2 et d'informer en temps direct un médecin ou un urgentiste si quelqu'un tombe dans la salle. Voilà. Donc, la fonction d'éclairage ne sera plus que secondaire. Comme les téléphones qui finalement sont très utiles dans les concerts ou pour la lampe torche quand on va dehors et qu'il fait nuit. C'est exactement ça. J'ai mis une autre photo, c'est l'innovation frugale. C'est intéressant, on parle même de reverse education et de reverse innovation, c'est-à-dire aller dans des pays qui ont moins les moyens et on voit qu'ils trouvent des parades. Et c'est complètement dans l'air du temps parce que faire mieux avec moins, c'est le principe du low impact et qui doit accompagner une nécessaire transition écologique. Donc, c'est intéressant d'aller dans ces pays du Sahel et plus particulièrement d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est. Les innovations de demain, elles viendront de ces zones plus que de la Silicon Valley ou d'Israël. Puis j'ai mis une dernière type d'innovation, c'est l'hyperloop d'Elon Musk. Alors, on a tendance à croire qu'Elon Musk fait tout seul dans son coin, c'est tout sauf l'inverse. La majorité des technologies utilisées par SpaceX sont des technologies développées dans d'autres secteurs que le spatial. Et c'est pareil pour Tesla. Et là, avec l'Hyperloop, alors lui dit qu'il a imaginé ça
dans un embouteillage à Los Angeles. En fait, on retrouve des bouquins de science-fiction des années 50, des films des années 70. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de logos que vous avez sur l'Hyperloop. C'est ça. D'ailleurs, le programme s'appelle Open Loop, c'est-à-dire il laisse à d'autres, tout un tas d'autres, l'occasion de venir travailler. Des fabricants de tubes comme Technip, qui est une boîte française numéro 1 du tube pour extraire du pétrole ou du gaz. Des concurrents en mobilité, Ford et General Motors, qu'on remarque sur des stickers. Et puis tout un tas d'écoles et de centres de recherche. On voit le logo de l'Université du Michigan, notamment sur cette photo. L'Hyperloop, c'est quoi? C'est une sorte de tramway? C'est quoi? Alors en fait, ce sont des trains, soit sur station magnétique, qui circulent dans des tubes dans lesquels on crée du vide. C'est le principe de la balle ou du boulet de canon. D'accord. Donc on est capable d'atteindre des techniques, scientifiquement, on est capable d'atteindre la vitesse d'un avion. Bah oui, je ne sais pas si c'est très agréable quand on est à l'intérieur. Ce sera au point. Quand ce sera au point, il n'y aura aucun problème. C'est clair. Je vous rappelle que quand on a inventé le chemin de fer, il y avait des médecins qui ont sorti des études comme quoi, au-delà de 24 km/h, nos organes allaient s'écraser. Parce que 24 km/h, c'était la vitesse d'un cheval au galop. Ou 34, je ne sais plus. Mais non, on ne se fait aucun souci. On arrivera à voyager sereinement là-dedans. Voilà. Par contre, il y a un coût de développement qui est conséquent. Bien sûr, alors, c'est clair. Vous devez faire des tunnels et dans la durée du tunnel, maintenir le vide, suspension magnétique. Mais enfin, c'est pour dans moins de 10 ans, on en aura. C'est le futur du TGV. Bah, c'est ça, c'est génial. Hein, c'est beau quand même les évolutions. Oui, et puis là, on est sur de l'impact environnemental moindre, puisque pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La question, en plus, ce sera essentiellement en sous-sol. Bon, pas de problématiques avec le paysage ou des vaches renversées. Enfin, voilà. Je vous ai mis 6 types d'innovation, je les affiche et je conclurai par ça. On a repris, il y a d'autres théories sur l'innovation. Il y a finalement peu de littérature. Hein. Ce n'est pas considéré comme une science à part entière, l'innovation. C'est rarement une matière à part entière dans une école. Hein. Mais nous, on a considéré que l'innovation serait ce qu'a été le management aux écoles de commerce à la fin du XXe ou l'international à ces mêmes écoles de commerce après la Seconde Guerre mondiale. On pense que l'innovation, c'est une fonction transversale, c'est une compétence à développer chez tous les professionnels. Et vous avez 6 types d'innovation. Je reprends celle retenue par la BPI en France, qui est le leader du financement de l'innovation, la Banque publique d'investissement. Innovation de produits, de services ou d'usage. Les trottinettes DOT ou Lime. Voilà, tout existait. La trottinette, la batterie électrique, le moteur électrique, le système de géolocalisation, ils en ont fait un business. L'innovation de procédés ou d'organisation. Alors, je vous ai mis des Mikado. Déjà, j'aime manger, c'est une évidence. Vous ne me voyez pas, mais soyez-en certains. J'ai le physique de l'emploi. Et le Mikado, c'est génial. C'est un produit, vous n'avez pas de produit concurrent. Tous les Mikado que vous voyez dans le monde, c'est un brevet de l'U et de Danone. Personne n'est capable aujourd'hui, sans ce process maîtrisé et breveté, d'imprégner un biscuit aussi fin tout en maintenant le croquant. Voilà. Et tous les produits que vous voyez concurrents en grande distribution, ils sont plus épais et torsadés. Vraiment un modèle unique. Donc, une bonne manière de se protéger, c'est d'être dans le procédé. Il n'y a pas de technologie nouvelle. Hein. Ça reste de l'ingestion de l'injection de biscuits et du nappage de chocolat. Innovation marketing et commerciale, j'ai choisi la bouffe aussi, Michel et Augustin. Ce sont censés être des produits qui sont meilleurs et ils le sont, mais ça reste des produits industriels. Michel et Augustin, ils ont passé un cap boulangerie, un BEP pâtisserie ou l'inverse. Et au final, 15 ans après, ils se sont revendus à Danone. Airbnb, c'est ce qu'on appelle une innovation de modèle d'affaires. On retrouve ça chez Uber aussi. Et ça nous amène à une tendance lourde de cette 4e révolution industrielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire du business, la propriété. L'usage prend le pas sur la propriété. On vend l'usage d'un bien qui ne nous appartient pas. Principe d'Uber, principe d'Airbnb. Innovation technologique, c'est la plus connue. On a tendance à la surestimer. Toutes les boîtes ne sont pas technologiques. Elles utilisent majoritairement des technologies, mais inventées par d'autres.
Mais comme il y a de moins en moins d'inventeurs de technologie, d'innovateurs en technologie, ces boîtes, elles doivent être protégées pour pas dépendre que d'un seul pays ou d'un seul régime particulier pour créer des déséquilibres. Là, j'ai mis un exemple c'est un exemple grenoblois. À Grenoble, ils travaillent sur des exosquelettes qui sont capables de connecter à l'être humain. Alors, non pas neuralement, mais électriquement. Et aujourd'hui, on est sur des tarifs autour de 100 000 euros, mais vous avez des tétraplégiques qui ont appris à marcher avec des exosquelettes. Et on peut imaginer que dans 10 ans, ils seront suffisamment peu chers, suffisamment peu lourds pour qu'on puisse faire marcher un certain nombre de tétraplégiques. Alors, il y a des applications professionnelles dans les entrepôts d'Amazon pour porter des charges lourdes. Évidemment, il y aura des applications militaires pour créer des super soldats. Néanmoins, c'est une bonne perspective d'évolution. Et puis, je vous ai mis un sixième type d'innovation, innovation sociale et sociétale. Voilà. Alors, certains critiquent à raison, parce que ça reste les mêmes moteurs que l'innovation marketing. Alors, certains me tombent dessus quand je dis ça, mais c'est la vérité. Là, je vous ai mis Constant et Zoé. C'est une boîte que j'ai accompagnée, une boîte lyonnaise. Ils sont géniaux. Elles vendent des équipements qui sont beaux et bien faits et pratiques pour des enfants polyhandicapés. Voilà, qui n'avaient que des trucs moches et pas pratiques. Voilà. Oui, mais et pour financer ça, elles vendent d'autres produits beaucoup plus chers. Voilà. Mais ça reste que du marketing. C'est juste que il n'y a pas aujourd'hui de modèle démontré social ou sociétal. Il y a juste des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher. À une époque, le luxe, c'était pour avoir un produit singulier. Aujourd'hui, le développement durable, c'est pour avoir un produit contributif. Voilà. Mais on est sur le même modèle. Mais on la rajoute parce qu'on veut vexer personne. Mais je n'ai pas de modèle purement innovation sociale et sociétale. C'est souvent une innovation marketing avant tout. Voilà. Mais c'est comme l'argent. Hein. Ce qui compte, c'est pas de gagner ou pas de l'argent. L'argent, c'est pas mal. Hein. C'est ce qu'on en fait qui peut être moche ou au contraire très bon. Voilà. C'était ma conclusion. Ouais, super. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir cette vision de ce qui se passe en ce moment dans cette troisième ou quatrième révolution industrielle et savoir comment justement on peut innover et quelles sont les compétences pour justement accompagner ce changement. Super. Comment on fait si on veut te contacter? Alors, si on veut me contacter sur LinkedIn, c'est facile, même si j'accepte pas tout le monde. Et sinon, allez voir le site internet d'IRIG, regardez ce qu'on peut faire. Il y a d'ailleurs sur IRIG, effectivement, on vend, c'est le mot, des troisième cycles pour des jeunes en poursuite d'études et des MBA pour des moins jeunes qui veulent se réinventer. Mais il y a tout un tas d'événements qui sont gratuits. On a décidé que chaque année, on offrait des bourses, que chaque année, on ouvrait un certain nombre de nos événements au plus grand nombre. Ça sert les réseaux de mes étudiants et puis surtout, on a l'impression de contribuer un petit peu. C'est à la fois du marketing, de l'innovation marketing et de l'innovation sociale et sociétale. Exactement. Et puis, comme tu dis, les formations, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Non, non. Le plus jeune dans notre exécutif MBA a 28 ans, le plus senior, il en a 59. Quel espoir. Oui, non, il est génial en plus. C'est un ancien champion olympique de ski. Ah, À 59 ans, il en a encore sous le pied. Voilà. c'est ça. Mais c'est pas grave de bosser tard. Hein. L'essentiel, c'est de bosser à bonne santé, de faire un job qui nous plaît. Hein. Exactement. Et le travail, ça maintient aussi, entre guillemets. La tête. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt. Merci Marion, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.